il y a un parcours patient aujourd'hui qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop douloureux. Ça me rappelle, moi, mes jeunes années, je suis peut-être pas encore si vieux, mais quand même, il y a une quinzaine d'années, quand nous, dans les maladies rares, on n'avait pas encore des circuits bien établis, on avait la même situation. Vous voyez des gens qui arrivaient avec des souffrances énormes parce que ça faisait des délais de 10, 15 ans d'errance. Et on est encore complètement là-dessus dans ce parcours. Ça change énormément, vu d'ailleurs la progression de nombre de personnes qui assistent à ce genre de réunion, hein, parce que les premières fois, on a commencé avec 20 personnes et on finit aujourd'hui quasiment à 400, hein, donc en visio plus là, parce que ça montre que le sujet, tout simplement, devient une question simple de personnes qui souffrent de ça et qu'il faut bien sûr trouver une solution médicale. Donc là, j'accueille donc Mathilde Lemiel qui a écrit un super livre. Elle va tout nous raconter. Donc, bonjour, je m'appelle Mathilde Lemiel. Je suis autrice de BD. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Mais Presque Rien, dans lequel je raconte la fausse couche, en fait, principalement. Moi-même, j'en ai fait 4 avant d'avoir ma fille, il y a quelques années déjà. Et aussi pour vous parler du coup d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle Mais Presque Rien et qui raconte mon parcours en dessin. Il y a presque 8 ans, jour pour jour, j'ai pris un cachet de Cytotec, pardon. Excusez-moi, je suis un peu impressionnée d'être ici, donc je m'excuse si je rate un peu sur les mots. Donc du coup, il y a 8 ans, presque jour pour jour, j'ai pris un cachet de Cytotec pour évacuer ma grossesse arrêtée. C'était ma première grossesse. Et j'imaginais pas qu'une telle chose pouvait m'arriver. Et surtout que c'était si fréquent. Bien sûr, j'en avais entendu parler de loin, mais surtout en chuchotant. C'était pas un sujet qu'on abordait du tout, autant dans le cercle familial que le reste, même dans le cercle médical. Et surtout, du coup, j'en savais rien, autant physiquement que émotionnellement. Du coup, je prends ce cachet de Cytotec et je passe mon après-midi entre les toilettes et mon lit à me vider complètement de mon sang avec des énormes contractions. Alors, en essayant de me rappeler ce que m'avait dit ma gynécologue sur à combien de serviettes il faut être quand c'est une hémorragie, à combien j'en étais, là j'ai changé il y a combien de temps, est-ce qu'elle est remplie, est-ce que c'est pas rempli, combien c'est, etc. Donc plein de questions auxquelles j'avais pas de réponse puisque ma gynécologue m'avait juste dit c'est des grosses règles. Donc je me suis retrouvée à faire un malaise et aux urgences. Et à laisser du coup tomber tout ce qui était sorti de moi dans les toilettes sans... Bref, pardon. Et en tirant la chasse sur du coup mon premier presque rien. Et je n'oublie pas. Voilà. Et tout ça, ça semblait vraiment complètement irréel, vraiment. Je comprenais pas du tout ce qui m'était arrivé. Je retombe enceinte quelques mois après. Je fais partie, comme du coup on parlait ce matin, des personnes qui tombent enceintes très très facilement. Donc peut-être que ça joue sur, d'après ce que j'ai compris, l'endomètre, etc. Et finalement, j'ai à peine le temps de faire mes 2 premières prises de sang que ma deuxième grossesse s'arrête aussi rapidement que la première. À ce moment-là, je me demande vraiment qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi ça m'arrive à moi. Je cherche partout des témoignages, des articles, des récits, des romans, des thèses qui parleraient de ça. J'ai un peu de mal à en trouver. Donc je trouve surtout des thèses médicales qui m'expliquent qu'est-ce qui se passe dans mon corps, mais rien de ce qui se passe dans ma tête. Peu de choses sur ce que je ressens. Parce qu'il y a très très peu de récits du coup qui racontent cet événement-là, et quand c'est raconté, c'est souvent de manière très anecdotique, alors que moi, ce que je vivais, c'était pas du tout anecdotique, c'était juste un bouleversement complètement ahurissant dans toute ma vie. Ce manque d'exemples, pour moi, c'était vécu comme une grande solitude qui a été vraiment très difficile à vivre. Je manquais vraiment beaucoup de témoignages, d'échanges, de partage. Et j'avais tellement de questions sur ce qui m'arrivait, sur est-ce que je vais retomber enceinte, si je retombe enceinte, qu'est-ce qui se passe, et les grossesses suivantes, et comment calmer cette peur que j'ai de retomber enceinte, mais cette peur aussi de ne pas retomber enceinte. Enfin, du coup, c'est vraiment plein de questions, et si ça marche jamais aussi. Et souvent, c'est dans ces témoignages et ces récits du coup qu'on peut avoir ces réponses-là, que j'avais pas forcément. C'est avec toutes ces questions-là que je découvre ma grossesse le siècle suivant. C'est donc la 3e grossesse en 6 mois. À une première échographie, on découvre un cœur qui bat, ça nous donne confiance. Et on me fait
Et du coup, ça me fait croire que tout ça, c'est bon, c'est terminé. Puis à l'échographie suivante, il y a plus d'activité cardiaque. Et comme la première, j'ai aucun symptôme qui m'indique que ma grossesse est terminée. C'est complètement silencieux. Donc je tombe de très très haut et j'en veux beaucoup à mon corps de ne pas me dire en fait ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que je continue à avoir tous les symptômes de grossesse, alors que ma grossesse, ça fait plus de 10 jours qu'elle est terminée quand je l'apprends. La grossesse est plus avancée, du coup, j'ai une aspiration pour cette fois-ci. Et ça a vraiment été une étape pour moi, celle-ci, cette fausse couche-là. Après, j'ai vraiment sombré complètement dans une dépression. J'en peux plus autant physiquement que mentalement. Et il fallait que sorte de moi toute cette douleur, cette solitude, l'incompréhension de ce qui m'arrivait, la culpabilité aussi, parce que trouver des réponses, j'arrive que moi-même qui pouvais me les donner, enfin j'avais l'impression. La colère et le sentiment d'injustice aussi. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à dessiner ce qui m'arrivait. C'était un moyen pour moi de sortir tous ces sentiments et c'était comme une urgence. Et j'ai rempli des feuilles et des feuilles et des carnets, des dessins de textes de tout ce que je vivais. Avec le recul, je pense que c'est une des choses qui m'a permis de ne pas sombrer complètement. Ça et ma psychologue aussi. C'est aussi à ce moment-là que je cherche un groupe de parole pour essayer de trouver en vrai des personnes qui vivent pareil que moi. Et je contacte du coup l'association Agapa, avec qui je commence un groupe de parole. Donc à Toulouse, il n'y en avait qu'une personne comme moi, donc on n'était que 2 dans un groupe de parole. Mais c'est pas grave, ça a quand même tout changé parce que c'était une personne avec qui je pouvais parler en vrai de ce qui m'arrivait. Et c'est une personne que je vois encore et du coup c'est une amie maintenant. Et j'étais plus vraiment seule et ça a beaucoup changé ma vision de ce qui arrive après. Et c'est suite à cette 3e grossesse aussi que je change de gynécologue et que je vais voir une gynécologue spécialisée en infertilité. Et on commence tous les examens donc, qui ont été cités tout à l'heure. Et moi, on ne trouve absolument rien d'anormal à mon cas. J'ai pas de soucis à part des petits trucs, mais vraiment rien qui explique. Ce qui est rassurant, mais ce qui est aussi très angoissant, parce que comment envisager une nouvelle grossesse s'il n'y a rien, en fait, ça veut dire que ça va recommencer, puisqu'on ne donne aucun traitement, il n'y a rien d'écrit, quoi. Je retombe enceinte quelques mois plus tard. Ma gynécologue me donne quand même un traitement empirique à base de progestérone et d'aspégique nourrisson. Et toutes les 2 semaines, j'ai rendez-vous chez elle pour faire des échographies. Et pareil, juste avant l'échographie du 1er trimestre, c'est fini encore. Donc c'est la 4e. Aucun signe avant-coureur, encore une fois, ce qui me donne l'impression que mon corps fait les choses sans moi, sans me prévenir, dans son coin, en m'excluant complètement de ce qui est en train de se passer. J'ai oublié d'avancer dans les trucs, pardon. Je suis tellement concentrée sur mon texte. Voilà. Je reprends, pardon. Du coup, je m'accroche encore pour ne pas sombrer. Et les gynécos, parce que j'en ai vu une, après j'en ai revu encore un autre à Toulouse, spécialiste des fausses couches à répétition. Ils me disent de continuer, que ça finira par marcher, que créer un être humain c'est compliqué et que eux-mêmes ils ne savent pas tout en fait de ce qui se passe. Et j'entends, je comprends tout ça, mais ça n'enlève absolument rien à la colère que je peux ressentir de ce qui se passe. Moi, j'arrive pas à rester les bras croisés, pardon. Je me sens assez seule et démunie dans mon parcours. On parle d'une docteure en médecine chinoise, je vais la voir, je me dis on verra bien. Moi, j'ai besoin de me sentir actrice de ce que je vis et je me sens terrifiée à l'idée que ça recommence et anéantie à l'idée de n'être jamais maman. Et voir dans mon entourage des femmes enceintes et des nouveau-nés est très dur à supporter. Je m'écroule à chaque nouvelle annonce de grossesse. Littéralement. 6 mois après ma 4e grossesse arrêtée, je retombe enceinte et j'attends. Je ne fais pas de test de grossesse, je ne fais pas de prise de sang, pas besoin. Je refuse d'avoir un traitement empirique, sauf le progestérone, parce que ma gynécologue a vraiment insisté. Peut-être qu'elle avait raison, d'après le docteur... monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle. Pardon. Pardon. Et du coup, je passe les premières semaines dans un stress absolument
énorme. En plus, j'ai des énormes nausées, je suis très fatiguée, enfin, comme beaucoup de femmes enceintes dans les premiers trimestres. Heureusement, encore une fois, je vois ma psy régulièrement. Je pense que ça, pour moi, était vraiment essentiel dans tout mon parcours d'avoir quelqu'un à qui parler, qui me soutienne dans ce chemin. Et je dessine aussi. Je pense que ça m'aide énormément tous les jours. Comme un journal intime, je dessine tout ce que je vis, en fait. Et je ne me projette pas du tout dans cette grossesse. La seule chose dans laquelle je me projette, c'est le moyen d'évacuation quand ma grossesse sera terminée, encore une fois, puisque c'est la seule chose que je connais. Du coup, je vis cette grossesse un jour à la fois, une échographie à la fois. Littéralement, le temps c'est comme suspendu entre les différents rendez-vous et les échographies heureusement fréquentes, parce que ma gynécologue insiste pour me voir très régulièrement. Et je me protège à défaut de me projeter. Et je n'espère pas trop. Ma psy me conseille d'écrire à ce futur bébé, cet embryon, de lui laisser une place, une chance, chose que j'ai jamais fait avant, ou peut-être à la première grossesse. Mais après, j'ai arrêté parce que du coup, j'avais trop peur et à chaque fois qu'on se projette, j'ai l'impression que la chute est de plus en plus haute. Donc je lui écris qu'on croit en lui et qu'il peut vivre et je lui laisse une place en fait, chose que je n'avais jamais fait avant. Et chose incroyable, on arrive à l'échographie du premier trimestre et il est vivant. Et nous, on a explosé de rire avec mon compagnon, du coup, tellement c'était juste incroyable, c'était un peu notre but pendant toutes ces années. Et il aura fallu près de 6 mois et les premiers mouvements ressentis pour que la phrase « je suis enceinte » ne sonne pas à mes oreilles ni comme une imposture, ni comme un mauvais présage. Et c'est à ce moment-là, juste après l'écho du deuxième trimestre, qu'on commence à l'annoncer officiellement autant à nos familles que à mon travail. Du coup, j'étais enceinte de plus de 6 mois. Mais il faudra encore attendre plusieurs semaines avant qu'on ose acheter un petit vêtement, puis une poussette, puis un berceau. Et passer ce stress, j'ai adoré être enceinte et porter ma fille, la sentir bouger à l'intérieur de moi et sentir mon corps changer, voir mon ventre s'arrondir. Ça m'a réconciliée avec ce corps que j'avais tant haï et ça m'a redonné beaucoup confiance en moi aussi. Et du coup, voilà, ma fille est née un soir de septembre 2017 et c'est le début de notre histoire. Et c'est pour moi très émouvant et important d'être ici pour vous parler de ces 5 grossesses que j'ai eues. Et dont 4 se sont arrêtées. J'ai rien oublié autant physiquement qu'émotionnellement de ce que j'ai vécu. Et à chaque fois, c'est un petit deuil à faire d'un bébé rêvé, d'une vie à 3, de moi enceinte, d'une famille. C'est un deuil qui est très solitaire et qui est difficile à partager. Comment faire le deuil de quelqu'un qui n'a pas vécu, qui n'a pas d'existence? C'est une perte qui est sans cérémonie, sans tombe, et la plupart du temps sans corps, à part du sang, en fait. C'est la seule chose qu'on perd, enfin physiquement, qu'on voit, quoi, qui est visible. Et en fait, il ne reste rien. Et même le mot utilisé pour le décrire, la fausse couche, elle est dans la négation de ce que c'est vécu. C'est pas une vraie grossesse, comme si il ne s'était rien passé, comme si ce que je ressentais n'était pas réel. Et pourtant, tout est vrai dans une fausse couche, hein, le sang, la douleur, la perte, la grossesse et tout le vide qu'on ressent après aussi. Moi, j'étais pas du tout préparée à la violence de ce que j'ai vécu, autant physiquement qu'émotionnellement. J'étais pas préparée car j'étais pas du tout informée de ce que je vivais. De plus, souvent, les informations qu'on m'a données sur le moment ont été minimisées, et autant par les médecins, certains médecins que j'ai pu rencontrer, que par mon entourage proche, et puis aussi par la société et ce qu'on entend. C'est rien, c'est banal, c'est pas un vrai bébé, un amas de cellules, vaut mieux ça qu'un handicapé. Enfin, toutes ces phrases-là qu'on peut entendre et qui minimisent le vécu des femmes qui le vivent. Cette minimisation, pour moi, elle était en décalage complet avec ce que je vivais. Et avec mon corps complètement à la masse et mes émotions complètement exacerbées aussi. Et cette absence d'information, elle n'a fait qu'accentuer la solitude et l'incompréhension que je pouvais ressentir. Et c'est ces sentiments qui, pour moi, ont été moteurs et le sont encore aujourd'hui dans mon envie d'informer et de changer l'accompagnement sur le sujet de la grossesse arrêtée que je fais et du coup, que j'ai fait à travers mon compte Instagram, qui a du coup plus de 26 000 abonnés. Et je reçois très régulièrement, spontanément, des témoignages de femmes qui me racontent leur histoire. Du coup, comme quoi, le fait de juste raconter la mienne, ça a ouvert une porte sur toutes les autres qui ont besoin de le raconter parce qu'elles n'ont pas d'autre espace pour le faire. En tout cas, c'est ce que je constate, moi.
Et pour moi, de recueillir tous ces témoignages, ça a été autant un soulagement parce que du coup, je me suis rendu compte que j'étais pas seule dans ce que je vivais. Et ce que je vivais, ce que je ressentais, c'était normal, entre guillemets. Et aussi une révélation, si on est autant, pourquoi il y a ce silence autour de cette perte-là. Et maintenant, au-delà de mon propre vécu, c'est l'histoire de toutes les autres femmes que j'essaie de raconter, de femmes, mais aussi du coup d'hommes. Du coup, le conjoint, à ne pas oublier non plus dans cette équation, dans cette histoire. Et par le biais de témoignages courts sur mon compte Instagram, du coup, je tente de donner la voix à ce que c'est que vivre une fausse couche en France actuellement. Donc, par des thématiques, l'endométriose, la grossesse extra-utérine, l'œuf clair, la grossesse molaire, les synéchies, mais aussi l'impact que ça a sur la vie, sur le travail, sur l'entourage, sur la famille, le corps, la vie sexuelle, sur la grossesse d'après aussi, et s'il y en a une. Parce que je suis persuadée qu'on a besoin de se reconnaître pour guérir, pour avancer, pour comprendre. Et du coup, via mon compte Instagram, grâce aux récits que je reçois, j'essaie aussi de réfléchir plus largement à la fausse couche et comment elle est vécue, à comment mieux la vivre, et qu'est-ce que moi j'aurais aimé avoir comme information quand je l'ai vécue, et qu'est-ce qui m'a manqué. Et plus largement, je me questionne sur la grossesse arrêtée, son histoire, son impact sur la société, sur la culture, sur les médias, sur l'art, de manière plus globale. Presque fini. Je pense que ça a été dit, mais on ne peut pas supprimer les grossesses arrêtées de manière générale parce que c'est un événement naturel, donc sauf les cas particuliers, c'est un phénomène naturel. Mais par contre, on peut et on doit, je pense, changer l'accompagnement pour ne pas oublier la femme qui le vit et le corps qui traverse cette perte. Et en tant que soignant, vous êtes les premiers à intervenir dans ces cas. Et je suis intimement convaincue que vous pouvez vraiment faire la différence, et l'intervention sur le cocooning me le confirme, dans le chemin de guérison de ces femmes et de ces couples par les mots, les attitudes et les considérations qu'on porte à ces vécus. Moi, mon livre, je l'ai dédicacé à ma gynécologue, ma sage-femme et tous les soignants qui m'ont accompagnée durant ces presque 3 ans, car elles ont été là pour moi, présentes, importantes et compréhensives, et que j'en suis persuadée que ça a fait vraiment toute la différence dans mon vécu. Et j'ai fini. Et je voulais juste... Merci. Et je voulais juste dire que j'avais aussi, au-delà d'Instagram, créé un petit fascicule pour expliquer ce que c'était qu'une fausse couche, quelle attitude avoir, la place de l'autre parent, les causes, etc. J'en ai pris plusieurs s'il y en a qui sont intéressés. Et voilà, avec une association, on a fait ça pour distribuer dans les hôpitaux, maternités, PMI, etc., etc. Voilà. Merci. De rien. Merci beaucoup pour ce témoignage vraiment très émouvant pour nous tous, je pense. Et surtout, merci pour ce que vous faites. Parce que moi, j'avoue que c'est une patiente qui m'a fait découvrir votre travail, qui m'a offert votre livre. Et ça a énormément changé ma façon de travailler, de lire votre livre. Et je veux dire, c'est non seulement vous faites énormément de bien aux patientes, puisque effectivement, elles peuvent lire des choses qu'elles ont honte de dire, même autour d'elles, à leur médecin, les consultations, même une consultation d'1 heure, on le sait très bien, pour les fausses couches à répétition, on a juste le temps de faire une anamnèse médicale, mais en fait, on n'a pas le temps de parler, on n'a pas le temps d'écouter, et pourtant, ça dure déjà 1 heure, c'est très très long, et grâce à vous, donc vraiment, merci, c'est un travail formidable que vous faites. Merci. Et pour nous tous, pour tous les soignants, c'est très important, parce que évidemment, il y a certaines patientes qu'on va écouter plus que d'autres, mais la façon dont vous exprimez les choses, ça permet aussi à nous autres soignants de rentrer dans l'histoire, de plus comprendre, peut-être de faire tomber aussi nos défenses à nous de médecins, puisque comme on l'a dit que ce matin, c'est un métier aussi difficile pour les médecins d'accepter, d'embrasser cette carrière, de s'occuper d'une pathologie pour laquelle on n'a pas de réponse. Donc c'est quand même très difficile. Narcissiquement, pour un médecin, c'est très pénible. Et du coup, souvent, on se défend et on va pas rentrer dans toutes les histoires. Donc, voilà, c'est ce que vous faites, c'est formidable. Il n'y a pas de nom pour ça. Et vraiment, bravo. Merci, voilà. Et merci d'être venu aussi, d'avoir eu le courage de venir parler devant des médecins. Merci. Voilà, bravo. Alors, nous accueillons Dr Lucie Joly,
qui est psychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et qui vient nous présenter donc son topo sur le vécu des grossesses arrêtées, le point de vue du psychiatre. Pour commencer, je voudrais remercier le professeur Méquignan et le professeur Kayem et tous les autres organisateurs pour ces journées qui, chaque année, sont très enrichissantes et très instructives. Et merci pour l'invitation et de me permettre de parler de ma spécialité, la psychiatrie périnatale, une spécialité qui est en pleine métamorphose à l'interface entre la gynécologie, la pédiatrie et la psychologie, et qui se développe à travers les neurosciences périnatales. Les neurosciences périnatales qui s'intéressent finalement aux modifications cérébrales qui se déroulent pendant la grossesse et pendant le postpartum. Et les modifications cérébrales, elles vont apparaître très tôt, dès le début de la grossesse, et elles vont être indispensables pour préparer une mère à s'occuper d'un nourrisson. Les modifications cérébrales, elles sont fondées sur le principe de neuroplasticité périnatale. C'est tout ce qui est les modifications architecturales du cerveau pendant cette période. Alors finalement, le cerveau, il va se spécialiser, il va devenir un cerveau maternel, et on va pouvoir voir sur certaines études des modifications directement sur imagerie. Et là, vous pouvez voir un beau mapping de l'équipe de Oxema à Barcelone. Et c'est assez fascinant parce que finalement, on voit que on va pouvoir sur imagerie voir des femmes qui ont eu des grossesses versus des femmes qui n'en ont pas eu, et voir même le nombre d'enfants qu'elles ont pu avoir. Donc c'est vraiment fascinant, et ces modifications cérébrales vont être bénéfiques, mais aussi elles vont entraîner une plus grande sensibilité aux troubles anxieux et aux troubles dépressifs. Alors qu'est-ce qui se passe quand une grossesse s'arrête ? Je pense qu'on l'a déjà beaucoup dit aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu de santé publique, et le risque de fausse couche pour chaque grossesse, il est estimé au moins à 15%, selon une étude du Lancet là, en 2021. Et ça va toucher environ 200 000 femmes en France chaque année. Donc il est important de connaître l'impact psychologique, psychiatrique chez ces femmes, tout en sachant que l'accès des femmes aux services de santé est très très variable et les hôpitaux manquent souvent d'effectifs. Alors les étapes du deuil périnatal, on les connaît. Une fausse couche, finalement, ça peut être une expérience extrêmement difficile pour les femmes et leur entourage. Et donc, ça peut déclencher un processus de deuil très complexe, douloureux. Le deuil périnatal, il fait référence à la perte d'un enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou peu de temps après la naissance. Il peut s'agir d'une fausse couche, mais aussi d'une interruption médicale de grossesse ou d'un décès néonatal précoce. Il est très souvent banalisé. Et cette épreuve, pourtant, elle constitue l'une des expériences les plus douloureuses vécues au sein d'un couple et qui impacte en profondeur le tissu familial et relationnel. Donc les premières réactions face à la mort, les étapes de deuil classiques, elles sont marquées généralement par un état de choc, les émotions s'évanouissent, il y a une sensation de vide implacable, un état de sidération parfois. Et pour un observateur extérieur, la personne endeuillée, en fait, elle semble ne pas avoir d'émotion apparente. Et les comportements, ils vont être automatisés, mécaniques. En sciences cognitives, c'est ce qu'on appelle un état de sidération, qui est considéré comme une dissociation. C'est-à-dire un instant où le corps, l'esprit et le monde n'interagissent plus harmonieusement. Puis une décharge émotionnelle, un processus naturel qui permet de libérer des tensions associées à un cataclysme d'émotions négatives, de la colère, de la tristesse. Parfois peut survenir un déni. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur médicale ? Est-ce que l'échographie a été bien faite ? Mais finalement, c'est quoi les spécificités du deuil périnatal ? Eh bien, finalement, la mort vient frapper quelque chose qui n'a pas véritablement de forme concrète, si ce n'est une représentation qui s'est construite progressivement dans l'esprit des parents. Longtemps tabou, le deuil périnatal il reste encore trop souvent dans le domaine de l'indicible, à la fois pour le couple qui ensevelit sa douleur dans le silence, et puis pour la société qui peine à en reconnaître l'importance. Cette banalisation, elle résonne avec notre incompréhension de la phénoménologie
du deuil périnatal. Il ne s'agit pas simplement d'un accident de parcours sur le long chemin de la parentalité, mais bien de la mort d'un être avec lequel se sont tissés des liens d'amour et dont l'existence était porteuse de multiples promesses. Le deuil périnatal, finalement, c'est un deuil des projets familiaux. Il sort de plus en plus du silence, mais il reste malgré tout trop souvent mal compris ou mal accompagné. Il persiste encore une coutume consistant à ne pas parler d'une fausse couche survenant avant les 3 mois, comme s'il s'agissait d'un non-événement, ou à dire que le deuil périnatal devait être silencieux, voire invisible, et que le lien entre les parents et le bébé ne commencerait finalement qu'après la naissance. Donc sa singularité, elle en fait toute la difficulté, et la mort finalement s'invite dans une période qui était destinée à la vie. En raison, en fait, de la ressemblance des signes du deuil et des symptômes de dépression, on peine souvent à définir la frontière entre le normal et le pathologique après un deuil périnatal. Pourtant, un épisode dépressif caractérisé, succédant à un deuil et associé à une souffrance significative, justifie une prise en charge médicale. Et donc, on a de nouvelles pistes actuellement dans le domaine de la recherche. Donc on manque de données, mais pour comprendre les facteurs impliqués dans ces complications, on a un axe innovant de recherche qui explore l'ocytocine, une neurohormone qui est impliquée dans les processus d'attachement et qui pourrait avoir un rôle dans les différentes phases de deuil. Qu'est-ce qui se passe dans le deuil classique, entre guillemets ? Eh bien, on va avoir une diminution de l'ocytocine dans certaines zones du cerveau, comme le striatum, permettant de réduire en fait l'attachement au défunt après la phase de choc aigu, et une augmentation progressive de l'ocytocine pendant les phases de résolution du deuil, permettant de tisser les nouvelles relations d'attachement. Donc ça nous offre des nouvelles pistes finalement thérapeutiques, parce que dans le deuil compliqué, on voit que l'augmentation de l'ocytocine dans la phase aiguë, elle pourrait être associée à une incapacité à désinvestir le défunt, et une diminution de l'ocytocine pendant la phase de récupération, qui pourrait provoquer des perturbations dans la capacité à installer des nouveaux liens, des nouvelles relations. Alors, il y a une étude qui a été faite là en 2020, une étude de l'Imperial College of London, qui avait pour objectif d'étudier les niveaux de stress post-traumatique, de dépression et d'anxiété chez les femmes au cours des 9 mois suivant la perte précoce de la grossesse, en mettant l'accent sur la fausse couche et la grossesse extra-utérine. Et on voit qu'un mois après la perte précoce d'une grossesse, donc pour une fausse couche, il y avait 30% d'état de stress post-traumatique, 25% d'anxiété sévère et 12% de dépression modérée. Donc on voit que l'impact psychiatrique, il est vraiment pas négligeable et qu'il faut vraiment prendre en charge ces femmes qui sont dans la détresse. Le deuil périnatal, il peut également toucher profondément le père, qui est souvent oublié. Cependant, les pères ils peuvent être moins enclins à exprimer leurs sentiments et leurs douleurs. Ils ont une réaction de deuil qui peut être différente à la femme, plutôt une tendance à intérioriser, à nier leur chagrin. Et ce qui est le plus grand risque pour une relation, c'est vraiment les processus de deuil qui sont inégaux et non congruents entre les partenaires. Donc il faut vraiment s'adapter au père et à la mère et adapter nos prises en charge. Quelle prise en charge chez ces parents ? Eh ben, on peut mettre en place une psychothérapie individuelle avec des thérapies cognitivo-comportementales, des psychothérapies de groupe. Si besoin, introduire un traitement antidépresseur de type ISRS, inhibiteur de la recapture de la sérotonine ou inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, et des thérapies de type EMDR lorsqu'il y a des symptômes qui sont post-traumatiques et qui persistent. Donc c'est des techniques par stimulation sensorielle avec des mouvements oculaires. On peut mettre en place de la sophrologie, de l'acupuncture et de la remédiation corporo-émotionnelle. Les prises en charge sont variables d'une structure à une autre et nous, on a la chance sur la maternité de Trousseau d'avoir nouvellement l'hôpital de jour sur les fausses couches répétées avec l'équipe du service de gynécologie obstétrique du professeur Kayem. Vous pouvez voir la photo du docteur Cheloufi.
avec la chance d'avoir des consultations de psychologues. Alors c'est Madame Émilie Lucaso qui s'en occupe sur Trousseau. Puis bien évidemment, se référer aussi aux associations, et notamment l'association Agapa, à qui je vais laisser la parole dans quelques minutes. Et ce qui est important de rappeler, c'est qu'il faut former les équipes au deuil périnatal et à la prise en compte de la dimension de l'attachement, qui permet vraiment d'adapter au mieux le soutien et les prises en charge. Donc il y a des avancées, hein. On voit que l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi en mars pour un meilleur accompagnement psychologique et un arrêt maladie rémunéré sans jour de carence. Donc il est vraiment important que les femmes qui ont connu une fausse couche reçoivent un soutien psychologique approprié pour les aider à faire face à leurs émotions et à leurs sentiments. Et il est vraiment très important que les professionnels de santé reconnaissent l'impact émotionnel des fausses couches et fournissent des informations adaptées et un soutien adapté aux femmes qui vivent cette expérience. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci beaucoup pour ce topo très intéressant. Pourquoi on ne formerait pas plutôt les internes à, dans leur vie aussi à eux, les internes étant jeunes, ils n'ont pas aussi toute cette maturité, je pense, de ce qui peut se passer comme accident dans la vie d'une femme. Et moi, pour l'avoir vécu en tant que co-interne et chef, je voyais bien les internes. C'était la canette à la main, je m'occupe de la patiente qui a fait une fausse couche et voilà, c'est tout. C'est fait, elle va prendre ses médicaments et tout ça. Donc pourquoi pas former tôt les internes et les sensibiliser à ça, à l'impact psychologique qu'une fausse couche peut avoir. Oui, je pense que c'est très important d'améliorer les formations et des internes sur cette thématique, parce que ça a été bien trop souvent banalisé. Il faut changer un peu la vision des choses et ça peut avoir un impact dramatique chez ces femmes et de façon aiguë, mais aussi sur les prochaines grossesses à venir. Donc il faut désamorcer les choses et je pense que oui, vous avez raison, la formation des internes est quelque chose d'essentiel. Je pense pas seulement que les internes, parce que moi je travaille en ville et je vois aussi, et heureusement qu'on écoute les patientes, parce que c'est elles qui nous disent finalement le retour de notre travail. J'ai aussi entendu des collègues gynéco plutôt branchés chir, la fausse couche qui venait à 4h du matin, voilà. Donc je pense sensibiliser les gens. Mais voilà, si on a fait médecine, c'est qu'on a un côté un peu humain aussi. Donc, c'est un peu la base de la relation humaine. Mais c'est vrai, ne pas prendre ça comme ça par-dessus la jambe. Et pourquoi pas aussi nous donner des psychologues ou des psychiatres qui s'occupent du trauma postnatal, que ce soit les fausses couches ou aussi les traumas obstétricaux, qui restent aussi un mauvais vécu pour la patiente. Voilà, si on peut avoir un réseau comme ça, de psychologues à l'hôpital. Mais peut-être vous manquez de collègues, c'est ça ? Oh oui. Merci beaucoup. Ça fait partie de la maquette pour la formation des DES de gynéco maintenant, notamment Camille Leray et puis pas mal de gens dans les équipes qui forment justement à l'information, que ce soit pour les mauvaises nouvelles comme pour l'accompagnement, que ce soit de la cancéro comme une fausse couche, ça fait partie de la maquette. Comment annoncer ça fait partie de leur formation maintenant. Merci beaucoup de votre exposé à tous les deux. J'ai deux remarques concernant les psychologues, puisqu'on était réunis à l'Assemblée nationale concernant les problèmes des maternités. Et donc, moi, je suis nouvelle accoucheur. Les accoucheurs ont signalé les déficits des gynécologues dans le postpartum avec les taux élevés des suicides. Donc, vous imaginez bien qu'il y a là un problème national. Donc,
que les députés se sont saisis, mais il y a beaucoup à faire pour trouver des psychologues qui viennent au secours des femmes dans les suites des couches, puisque ça c'est un problème majeur. Je me dévie un tout petit peu de la problématique, mais c'est un problème de santé publique majeur. C'est un énorme problème de santé publique, la dépression du postpartum. Exactement, avec un taux de suicide très élevé et manque des psychologues dans les hôpitaux. Donc voilà. Vous imaginez que les fausses couches à répétition, toujours banalisées, toujours, etc. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut qu'il y ait vraiment de vraies actions au niveau de santé publique pour que ça évolue. Et puis le deuxième remarque que je voulais attirer l'attention, pour voir beaucoup de femmes en PMA et en fausse couche à répétition, le rôle de l'homme dans les fausses couches est toujours très effacé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des fausses couches de cause masculine, et comme c'est toujours au niveau des culturel que c'est les femmes qui sont à l'origine de ces fausses couches, l'homme, la cause masculine est toujours effacée. Et ça, c'est un gros problème de communication. Dans le bilan de fausses couches, on a trouvé des causes masculines qui sont à l'origine de ces fausses couches, et c'est aussi quelque chose de très important dans la prise en charge, parce que les femmes pensent que c'est qu'elles qui font les fausses couches et que l'homme n'intervient pas. Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez ça en termes prise en charge. Alors pour votre premier point, c'est vrai que c'est très important de rappeler que le suicide maternel, c'est la première cause de mortalité dans l'année qui suit l'accouchement. Et c'est un chiffre qui fait peur, mais qu'il faut dire. Et on est cruellement en manque de psychologues à l'hôpital. Et voilà, la dépression du postpartum, elle touche 15% des femmes après l'accouchement. Et au-delà d'avoir un impact sur les femmes, elle va aussi avoir un impact elle peut avoir un impact sur le développement psycho-affectif du bébé. Donc, ce qui est une prévention pour la mère, c'est aussi une prévention pour le bébé. Pour le deuxième point, en effet, les hommes sont souvent écartés des prises en charge, et nous, on essaye de les réintégrer en proposant des groupes pères à la maternité. Ils sont écartés de la prise en charge psychologique et aussi de la prise en charge médicale. Nous avons trouvé des problèmes d'hypermensistéine avec des mutations homozygotes, c'est des causes masculines. Et donc, les causes masculines, chez les médecins, il y a encore beaucoup de travail à faire. Merci. On a trop de retard, malheureusement. Il faut qu'on enchaîne. Merci beaucoup. Merci. Et désolé, on vous rappelle peut-être faire d'autres questions après. Alors maintenant, nous allons appeler Madame Christine Krauter de l'association Agapa. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir permis de venir vous présenter l'association Agapa. Je suis vraiment heureuse de pouvoir être devant autant de médecins réunis. Voilà, alors l'association Agapa, c'est une association qui existe depuis une trentaine d'années et qui propose une possibilité pour les parents qui ont vécu une interruption de grossesse ou un deuil périnatal d'être écoutés et accompagnés. Nous avons 3 missions à Agapa. Une première mission qui est donc cet accompagnement des personnes. Agapa, ça balaye toutes les interruptions de grossesse, quelle qu'en soit la cause, quel qu'en soit le terme. Donc ça part de réduction embryonnaire, grossesse extra-utérine, fausse couche précoce, arrêt naturel de grossesse précoce, tardif, et ça va jusque les IMG et jusqu'au décès du bébé au moment de la naissance ou dans les semaines qui suivent. Des bébés qui ne sont pas rentrés chez eux en fait, qui sont décédés à l'hôpital. On a une deuxième mission qui est la formation et la sensibilisation des professionnels de santé, mais aussi des professionnels de l'écoute et de la périnatalité. Et nous proposons donc une formation type, je dirais, qui est sur 2 journées, accueillir et écouter les personnes touchées par une grossesse interrompue. Et c'est une formation qui est, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Une troisième mission, la sensibilisation du grand public. Voilà, faire connaître et reconnaître ces deuils autour de la grossesse. Agapa, c'est aujourd'hui 21 antennes en France, évidemment de tailles différentes, la plus grosse étant sur Paris, animée par un réseau d'une 60aine de bénévoles. Nos écoutantes bénévoles sont toutes formées en interne
nous, par l'association. On a bien sûr un discernement aussi, que ce soit des personnes qui aient quand même une certaine expérience de l'écoute, même si ce n'est pas une expérience professionnelle. Et ces écoutantes sont régulièrement, il y a une obligation de supervision régulière avec un psychologue, de l'analyse de pratique et 2 journées de formation continue dans l'année. Alors, je vais juste vous dire en quelques mots, vous en dire un tout petit peu plus sur l'accompagnement, les différents accompagnements que nous proposons. Nous proposons des accompagnements individuels, donc qui peuvent être du simple entretien d'accueil ou quelques entretiens d'accueil. Mais nous avons aussi mis en place un parcours d'accompagnement bien spécifique qui a été élaboré avec l'aide de psychiatres et qui est, on va dire, autour d'une petite vingtaine de séances. Avec tout un cheminement. Les personnes sont assez guidées. On leur propose en fait des pistes de réflexion pour pouvoir déposer ce qu'elles vivent, poser un regard nouveau sur les événements qu'elles ont vécus et pour donner une juste place à la perte qui a été vécue. Et déjà définir que la personne puisse clarifier ce qui a été perdu pour elle, parce que ça n'est pas la même chose pour chaque personne, et bien entendu, c'est pas la même chose quand c'est une fausse couche précoce ou un bébé qui décède à l'accouchement. Donc après, ce sont des parcours en groupe. Donc là, nous avons 2 types de propositions. Nous avons ce que nous appelons, nous, les cafés-rencontres, qui sont des petits groupes qui se constituent de manière ponctuelle avec des personnes ayant vécu les mêmes expériences. Donc évidemment, des cafés-rencontres autour des arrêts naturels précoces, autour de l'avortement, on ne mélange pas les problématiques, autour de l'IMG, la mort in utero, et mort in utero et décès autour de la naissance. On propose aussi des cafés-rencontres pour les hommes, ce qui est toujours intéressant pour eux de partager entre hommes. On a mis aussi sur place, proposé récemment un café-rencontre pour les proches, que ce soit particulièrement les grands-parents, mais ça peut être aussi un frère, une sœur, je veux dire adulte. On n'accompagne pas les enfants, mais donc pour les proches des endeuillés. Et là, on vient de faire une dernière proposition, parce que ça nous avait été souvent demandé, pour des parents qui ont vécu un deuil périnatal pendant le vécu de la grossesse suivante, en fait. Voilà. Donc, on essaie d'avoir des propositions variées. Et la deuxième proposition, ce sont les groupes de parole, qui là sont des groupes fermés. C'est un groupe qui va se rencontrer une fois par mois pendant une année. Et c'est un groupe d'entraide, et alors aujourd'hui c'est plutôt sur les IMG et les morts in utero. On n'a pas encore de groupe de parole pour les arrêts naturels de grossesse précoce, par exemple. C'est plutôt fin de grossesse. Tous nos accompagnements sont proposés actuellement en visio et en présentiel. On a beaucoup développé la visio, comme beaucoup de gens, pendant le Covid. On s'est même lancé, nous ne pensions pas du tout faire ça, sur les cafés-rencontres en visio, en fait, avec des petits effectifs, pas plus de 4 ou 5 histoires. Enfin. Et du coup, on va même là faire une tentative de groupe de parole en visio. En fait, il y a beaucoup de demandes, et c'est vrai que ça marche, ça a explosé. L'animation, les propositions de café-rencontres en visio sont très très demandées. Alors, autour de la formation, donc nous proposons comme je vous le disais, des formations. Dans le milieu médical, on se déplace dans les maternités, mais on fait aussi 2 fois par an, aujourd'hui, une formation à Paris. Et là, c'est des personnes qui viennent de différents horizons. Il peut y avoir des soignants, des écoutants, des psychologues, des doulas, des sages-femmes, des médecins. Enfin bon, voilà, c'est très riche aussi, parce que c'est du coup très intéressant dans les échanges de personnes qui interviennent à des moments différents auprès des personnes endeuillées.
Donc dans les maternités, c'est une formation qui est sur 2 jours, mais là on réfléchit à faire des formats peut-être plus courts, parce que c'est un peu compliqué de mobiliser les équipes de jour sur 2 journées. Et puis voilà, on va sûrement réfléchir à faire peut-être quelque chose plus spécifique pour les arrêts naturels de grossesse précoce. Voilà. Donc on s'adapte en fonction des demandes. Donc notre formation, c'est pas du tout, d'ailleurs presque à la limite le mot formation, c'est pas forcément complètement adapté. C'est vraiment un temps qui est offert aux soignants de pouvoir déposer aussi ce qu'ils vivent. C'est-à-dire que nous, on a créé cette formation parce qu'on entendait beaucoup de personnes nous dire qu'elles avaient eu le sentiment d'être pas toujours bien accompagnées, et surtout de sentir que les personnes qu'elles avaient en face d'elles étaient très démunies. Donc on a élaboré ces 2 journées, et c'est vraiment beaucoup dans l'interaction, c'est vraiment partir de l'expérience des personnes qui sont là. On ne va pas amener, vous dire, nous on sait, on va vous dire ce qu'il faut faire. C'est vraiment beaucoup dans les échanges, dans le partage d'expériences. Nous on vous partage aussi, c'est animé par deux formatrices qui sont soit de profession médicale ou soit en fait c'est des sages-femmes ou psychopraticiennes et qui sont toutes écoutantes de l'association. Donc c'est aussi une façon de vous faire entendre, de partager ce que nous entendons et de permettre de se poser 2 journées et de faire aussi un peu voilà, des mises en situation. Enfin, c'est assez concret comme formation. Avec des témoignages aussi, des vidéos témoignages. Donc, voilà, pour la formation. Et la sensibilisation, voilà, c'est la présence sur les réseaux sociaux, qui est inévitable, bien sûr, qui est nécessaire aujourd'hui. Un événement digital autour de la journée du 15 octobre, la journée du deuil périnatal. Des interventions auprès des partenaires médicaux, institutionnels, CAF, les écoles de sages-femmes, pourquoi pas un jour intervenir auprès de la formation justement des médecins, des internes, bon. Et puis aussi une présence régulière auprès des pouvoirs publics et dans les médias. Donc là, on a été très impliqués, enfin on a été auditionnés pour la loi, le passage fameuse loi donc, du 8 mars. Et on a été effectivement particulièrement... on a voulu vraiment faire entendre la voix des femmes, enfin que Mathilde a parfaitement bien partagé, qu'on entend, voilà, on entend beaucoup de choses semblables à ce qu'elle nous a partagé. Et donc voilà, le délai de carence pour l'arrêt de travail de 3 jours, et puis la formation des soignants pour qu'ils puissent accompagner au mieux les parents au moment de la perte. Voilà. Ce que je voulais quand même vous dire, c'est que, pour conclure, c'est que nous, on entend énormément de parents qui nous disent combien ça a été précieux d'avoir en face d'eux, au moment de l'annonce, au moment de la perte, au moment du choc, des personnes qui étaient juste là, pas forcément qui allaient passer 1 heure avec elles à leur tenir la main, non, mais qui avaient une qualité d'écoute et de bienveillance et d'humanité qui les a bouleversées et qui les accompagne toute leur vie. Et évidemment, quand elles se sont senties mal accompagnées, avec beaucoup de banalisation, comme le disait tout à l'heure Mathilde, c'est des blessures qui restent aussi inscrites et qui se rajoutent au deuil et qui peuvent aussi laisser une trace indélébile dans la vie des personnes, surtout les personnes les plus fragiles. Voilà, donc merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup pour votre message qui est clairement passé. Et juste comment est-ce qu'on rentre en relation avec vous alors, en pratique ? Oui, vous allez à agapa.fr et vous avez un site qui est très détaillé et tout est très bien expliqué. Il y a une adresse mail, il y a une permanence tous les jours. Donc, tant pour les patientes que pour les soignants alors ? Oui, tout à fait. Tout à fait. On vous orientera vers la bonne personne en fonction de la demande, mais voilà, il y a un secrétariat ouvert toute la semaine. Eh bien, bravo, merci beaucoup. Voilà. Pas le temps pour les questions, malheureusement. À vous. Maintenant, j'appelle Madame Virginie Rio,
l'association BAMP. Alors déjà, je remercie Monsieur Cohen et Monsieur Méquignan, excusez-moi, et toute l'équipe d'organisation. Alors nous, donc l'association collective BAMP, c'est une association de personnes infertiles et stériles qui ont recours à l'assistance médicale à la procréation et aussi des personnes qui sont devenues parents après un parcours de don de gamètes ou d'AMP. Et aussi des personnes qui ne sont pas devenues parents. Voilà. Et les grands objectifs de l'association, c'est donc de témoigner, d'informer et d'agir sur tous les sujets relatifs à l'infertilité, la fertilité, l'assistance médicale à la procréation, le don de gamètes et les questions de santé environnementale et leur impact sur la fertilité. Ça, c'est un volet. Et l'autre volet, c'est tout ce qui est l'accompagnement et le soutien, donc des personnes qui vont rentrer en parcours d'AMP, les personnes qui sont dans les parcours d'AMP et celles qui en sont sorties, avec ou sans enfants. Alors pour faire tout ça, donc on est une association nationale avec des antennes au niveau local et on est une association loi 1901 et qui est récemment agréée par le ministère de la Santé. Notre organisation, elle se déploie aussi au niveau européen, puisqu'on est membre du comité exécutif de l'association Fertilité Europe, qui est une association chapeau qui rassemble toutes les associations européennes de personnes en parcours d'AMP. On est aussi membre du réseau Environnement Santé, qui avait été à l'origine de l'interdiction du bisphénol A dans les biberons, et qui fait tout un travail sur les perturbateurs endocriniens et la santé environnementale. Alors moi, je suis pas très douée, je le fais pas souvent, donc voilà. Bon, ça, je vous l'ai dit. Donc voilà, les bénévoles. Donc on a structuré. Je peux vous mettre en mode diaporama. Ah oui. Mais non, mais c'est un PDF. Ah oui, et c'est le. Les deux flèches. C'est mieux. Je vous remercie. Donc le manifeste de l'association, c'est des constats que nous avions faits en tant que personne en parcours d'AMP. Donc des constats sur les questions de prévention, de sensibilisation, les questions de la mise en œuvre de l'AMP, le sujet de la démocratie sanitaire et donc de la reconnaissance du patient comme un acteur important et de son parcours de soins et dans la relation avec les professionnels. Et puis aussi tout ce qui concerne l'organisation juridique et le cadre éthique qui structure l'AMP en France. Donc ce manifeste, on en est à la 3e version, puisqu'on en avait écrit un en 2013 quand on a créé l'association, un en 2016 suite à la loi santé où on avait obtenu les autorisations d'absence pour les parcours d'AMP, et la dernière révision 2022 suite à la loi de 2021. Donc ce manifeste, il a plein de propositions et c'est un outil pour nous de communication vers les médias, vers les politiques et de mise en œuvre de nos actions. On fait, ça fait 10 ans cette année que l'association existe. Et donc on est, l'infertilité, c'est un mot comme ça, mais ça contient plein de thématiques différentes. Déjà, il y a différents types d'infertilité, féminine, masculine, différentes causes. Il y a les questions sociétales, les questions médicales. Donc voilà. Donc on a toute une série d'actions qui sont très diversifiées. Mais dans les principales, donc on organise tous les ans, depuis 2015, une semaine de sensibilisation pour donner de la visibilité, du temps à tous les sujets, et les sujets qu'on a évoqués ce matin, par exemple. On organise donc des groupes de parole pour les parents, les futurs parents, sur des thèmes spécifiques. On a un important travail de lobbying politique. Alors ces dernières années, ça s'est beaucoup concentré sur les questions, sur la loi de bioéthique. Et là, il y a eu beaucoup de travail et je dirais que, je reviens sur cette question plus sociétale et politique parce que sur les sujets qu'on évoque ce matin, c'est vraiment en lien en fait, que vous évoquez depuis ce matin. Et là, nous, on constate vraiment qu'il y a un terrible décalage en fait entre la réalité sociale, la réalité individuelle et la prise de conscience politique et l'engagement politique. Et cette loi de bioéthique, elle a été très, très significative à ce niveau-là parce qu'on est censé réfléchir, faire de la bioéthique, et on s'est retrouvé à faire de la politique de dessous de
de la politique ras des pâquerettes. Et donc on s'est retrouvés avec une loi de bioéthique qui n'était pas du tout à la hauteur ni des besoins des patients, ni des demandes des professionnels. Et pour nous, c'est très très problématique parce que tout ça, finalement, ça génère des souffrances et des problématiques qu'on pourrait éviter parce qu'on aurait pu, notamment dans le cadre de cette loi de bioéthique, obtenir le DPIA. Donc on en a parlé beaucoup ce matin. Donc c'est un sujet sur lequel nous, on s'est extrêmement investi parce que, évidemment, que si on peut optimiser le temps avant d'obtenir une grossesse, si on peut réduire les temps infinis dans lesquels les gens passent dans les examens, les protocoles, les tentatives, les échecs, ça sera que du plus. Ça sera que du plus pour la société, parce qu'il y aura moins d'argent dépensé. Ça sera que du plus pour les personnes, parce que l'impact psychosocial, ça a été beaucoup évoqué sur la fausse couche, mais sur l'AMP, voilà, c'est la même chose, je reviendrai un petit peu plus tard. Il est énorme, et finalement, le politique a fait un choix de dire non, pas ça, parce que pour des principes portés par des lobbies qui sont contre la fin de vie, contre l'IVG, contre l'AMP, et au détriment de toute une grande partie de la population. Alors, je crois que voilà, la semaine de sensibilisation, toutes les propositions, mais si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir tout ce qu'on propose. On développe depuis 2-3 ans maintenant aussi tout un travail de prévention et de sensibilisation avec les professionnels de la Société de médecine de la reproduction, la SMR, parce que évidemment que l'AMP, là, les courbes, elles font ça. De plus en plus de gens infertiles, le recours à l'AMP augmente, et nous, notre objectif, ça serait qu'on redescende, en fait. Et donc, pour qu'on redescende, comme ça a été évoqué ce matin, l'information, elle est nécessaire, l'information grand public est nécessaire, et il faut absolument que le corps social, le corps politique, les médecins, je sais qu'ils le font, même s'il y en a, il faut qu'ils soient un peu plus formés, mais je ne pense pas qu'ils soient dans cette salle. Évidemment que le discours passe sur toutes les choses qui ont été évoquées ce matin, sur la prévention, l'information, l'hygiène de vie. Et l'infertilité, c'est une des thématiques d'une bonne santé globale. Et on le constate, voilà, notre maison mère se dégrade. Et nous, humains, dans cette maison mère, on se dégrade aussi. Et il y a pour nous, c'est un vrai sujet, c'est un enjeu de santé publique. Alors j'ai critiqué la loi de bioéthique tout à l'heure sur le DPIA, mais il y a quand même eu dans la loi de bioéthique cet article qui mettait en route un plan fertilité qui s'est transformé en rapport sur les causes d'infertilité, qui doit déboucher un jour peut-être quand les politiques auront le temps ou auront, je sais pas, des idées un peu plus lumineuses que jusqu'à présent, que ce rapport débouche sur une stratégie nationale fertilité, infertilité, et il y a vraiment une urgence. Donc, on fait tout, nous en tant qu'association, notre action auprès de l'Agence de la biomédecine, dans différents groupes de travail, et notamment le groupe de travail sur le comité de suivi de la loi de bioéthique. On participe à toutes les réunions, on demande des rendez-vous avec les conseillers du ministère et tout ça, pour essayer de faire avancer. Alors, il y a des petits pas, il y a des petites choses qui se font. Là, je vais recentrer un peu mon sujet sur les grossesses arrêtées et l'assistance médicale à la procréation, et comment, en fait, les deux choses se télescopent. Alors là, j'ai mis tout un tas de chiffres. Moi, c'est pas du tout mon expertise de faire ce type de présentation, donc je fais pas des trucs qui viennent les uns après les autres. Je suis désolée, j'en ai conscience, mais voilà. Donc l'assistance médicale à la procréation, ça concerne de plus en plus de monde. Donc là, le rapport sur les causes d'infertilité dit 3,3 millions de personnes directement concernées, et il faut ajouter les conjoints quand il y a des conjoints. Donc on monte facilement à 6,6 millions. En Europe, c'est 25 millions de personnes concernées, et dans le monde, plus de 186 millions de personnes. Pour cette histoire du DPIA, donc c'est un sujet qu'on défend depuis le début, parce que très vite, en participant au colloque que vous proposez, avec toute l'expertise que vous avez, on s'est rendu compte, voilà, déjà que nous, les mammifères humains, on n'est pas très fertiles, et qu'en plus, pour les personnes qui ont déjà des problèmes de fertilité,
finalement, cette question de l'anaploïdie est devenue pour nous un sujet essentiel. C'est-à-dire, comment est-ce possible en France, en 2023, alors même si c'était avant, mais aujourd'hui on est en 2023, qu'on puisse utiliser une technique de pointe qui est l'assistance médicale à la procréation, avec tout ce que ça implique, et vous le savez, je ne vais pas le détailler, toute la question financière, 5 000 € une FIV, peut-être un peu plus, puis tous les examens qui vont autour, comment est-ce qu'on peut empêcher, interdire, refuser un outil qui permettrait d'optimiser tout ça, c'est-à-dire qui permettrait de passer moins de temps dans les parcours d'AMP, d'avoir des informations, comme c'était dit ce matin, d'avoir des informations et de pouvoir faire en tant que femme seule ou couple des choix de vie. Sauf que là, aujourd'hui, les gens, ils font pas des choix de vie, ils font des parcours d'AMP interminables. Et là, c'est pour ça que je vous ai mis cette étude sur la durée moyenne pour obtenir une grossesse pour les gens infertiles. Donc, voilà, en gros, 7 ans. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir que après un diagnostic là d'infertilité, les gens mettaient en France, en moyenne, excusez-moi, sur tous les pays qui ont été interrogés, 1,6 ans de traitement avant d'avoir une grossesse, et que nous, les Français, on était tout en haut de la liste parce qu'on avait le plus long temps. Et 2,2 ans, c'est une moyenne parce que, alors évidemment, nous dans l'association, on reçoit les cas désespérés, les gens qui sont dans des parcours de 10 ans d'AMP, donc c'est un peu, mais bon, là, on est de toute façon au-dessus en haut de la piste, et je trouve que c'est très dommageable. On est mieux remboursé, mais on est mieux remboursé, mais bon, on passe quand même beaucoup de temps à souffrir, et donc il faudrait qu'on discute de ça plus précisément. Donc le législateur en 2021 a refusé le DPIA, et donc tout ça, tous ces chiffres-là, vous les connaissez. Bon, là, c'est les chiffres 2020, donc ils sont un peu descendus, mais 2019, c'était plus de 157 000 tentatives d'AMP et 25 000 enfants qui naissent. Et donc voilà, il y a un ratio qui est important, mais ok, on nous dit toujours oui, mais la fertilité naturelle, c'est par cycle 25% de chance d'avoir une grossesse en fonction de l'âge. Voilà, ça décroît. Ok, mais là, on s'adresse à des gens qui sont infertiles, et qui donc c'est problématique parce que finalement, les personnes infertiles en parcours d'AMP qui vivent des grossesses arrêtées ou des grossesses qui ne démarrent pas, ils cumulent. Alors voilà, les fausses couches, c'est quelque chose de terrible, mais les personnes infertiles, elles cumulent leur infertilité avec l'AMP et avec les grossesses arrêtées. Et juste pour rappeler, mais l'infertilité, en fait, voilà, c'est un mot comme ça qu'on utilise, mais les gens ont chaque cycle soit pas du tout de chance d'obtenir une grossesse, soit très peu de chance. Et donc ils sont projetés comme ça du jour au lendemain parce qu'il n'y a pas assez d'informations sur tout ça, dans quelque chose pour lequel ils sont pas du tout préparés, surtout dans notre société de la performance. Il faut tout réussir, la belle maison, la belle voiture, le beau chien et les beaux bébés. Et là, non, ça ne marche pas. Et en plus, les gens ne sont pas préparés. Et surtout, ils perdent quelque chose qui est important pour les humains, c'est leur autonomie reproductive. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est impossible, qu'ils auront beau faire l'amour 3 fois par jour, au moment où l'ovulation est là, ça ne fera pas de grossesse. Et donc, c'est des expériences mensuelles, pour les femmes qui ont leur règle mensuellement, et pour les couples, d'échecs, de souffrances, de ruptures, on perd l'estime de soi, on perd l'insouciance de la vie. Et ça, il faut que les gens aient vraiment conscience de ça, parce que souvent, les gens disent « c'est pas grave, t'arrives pas à faire d'enfant, mais t'iras faire une FIV ». Et, bah oui, mais... que ça marche pas aussi facilement que ça, parce que vous avez vu, les chiffres ils sont toujours là, que en FIV, alors là, donc ça c'était une étude qui a été faite en 2021 par l'INSERM. Ils ont essayé de rassembler toutes les choses qui étaient possibles à mettre en œuvre en dehors du DPIA, puisque le DPIA avait été sabré par les politiques. On a essayé de trouver d'autres outils, et il y a d'autres outils. J'avais connaissance d'une étude
chercheuses dans le sud de la France qui travaillent sur une molécule, je ne m'en rappelle plus, mais le nom, ça m'échappe, mais elles avaient mis en évidence que dans le liquide folliculaire, s'il y avait beaucoup de cette molécule, ça prédisait des fausses couches. Je trouvais ça super intéressant parce que on va pas trifouiller le pauvre embryon, lui enlever des petites cellules. Voilà, donc ils ont fait cette étude-là, et donc c'est l'EPRAD pour élargir et que la sémantique en fait soit différente et que les anti-tout ne nous sautent pas dessus parce qu'ils entendraient des PIA, ils se diraient oh là là, des PIA, ça c'est pas bien, donc on va faire des manifestations dans la rue contre ça. Donc cette difficulté, cette perte de l'insouciance, cumulée avec l'AMP, et ce que je voulais dire aussi sur les questions d'AMP, c'est qu'on est dans des délais qui sont très longs. Alors là, les délais de prise en charge avant les premiers rendez-vous, les délais pour faire des examens, les délais parce qu'il faut se faire opérer, soit monsieur, soit madame, les délais qui ont augmenté ces derniers temps parce que y a de plus en plus de personnes infertiles et de plus en plus de personnes qui ont besoin de recourir à l'AMP. Mais les moyens à disposition des professionnels n'ont pas augmenté, les centres n'ont pas agrandi leurs locaux, il n'y a pas eu... alors il y en a eu un petit peu, j'exagère un peu, mais... Il y a eu un petit peu d'argent qui a été donné par le ministère en 2022, je crois, fin 2021 et en 2022. Mais c'est pas suffisant. Et là, tous les professionnels qu'on rencontre dans les groupes de travail dans lesquels on est, ils sont en difficulté. Et dans cette histoire-là, c'est une équipe. Il y a le couple, la femme et les médecins. Et donc, il faut que tout le monde soit bien considéré pour bien faire leur travail et pour que les patients ils se sentent bien accompagnés et que les taux puissent évoluer plus rapidement. Et justement, les résultats de l'AMP, ça c'est aussi une donnée que les futurs patients ou les patients méconnaissent ou ne veulent pas savoir. Pardon, j'ai presque fini. Et ne veulent pas savoir, et c'est aussi quelque chose de très compliqué. Donc un autre élément qui est hyper compliqué dans l'AMP, grossesse, infertilité, c'est la notion d'incertitude. Alors je ne sais pas s'il y a des psychologues dans la salle, mais l'incertitude, quand est-ce que je pourrais avoir un enfant, quand est-ce que j'aurai une grossesse, est-ce que ça va marcher, ça, les médecins ne peuvent pas mettre un tampon en disant le 12 mai 2025, vous aurez un enfant. Et donc cette incertitude, elle rend fou. Elle rend fou les patients. Elle rend fou de tristesse, elle rend fou de colère, et c'est une approche qui est vraiment très très compliquée à vivre. Donc il faut vraiment que l'AMP puisse... il faut qu'on arrête de faire de l'AMP comme il y a 40 ans, ou alors comme il y a 20 ans. Maintenant, on a des outils, on a l'immunologie. Alors moi, je suis pas une spécialiste, je sais qu'il y a des débats et tout ça. On a la génétique pour mieux identifier les causes. Alors ce matin, il y a des choses qui ont été dites sur ce sujet-là. Pour l'association, c'est essentiel qu'on progresse à ce niveau-là. Il faut pouvoir mieux identifier les causes pour que les patients puissent plus rapidement se dire, oui, en fait, avec mes embryons ou avec mes gamètes, ou avec nos embryons, ça va pas le faire, donc il faut qu'on s'oriente plus rapidement vers une autre technique. Les CHRE, j'en parle pas parce que vous en avez parlé ce matin. Juste nous, une initiative qu'une de nos bénévoles qui est sage-femme sur Paris va mettre en place là au mois de juin avec le réseau santé parisien périnatal, c'est de dédier des groupes de parole spécifiques sur la grossesse arrêtée dans le cadre d'un parcours d'AMP, puisque le réseau santé périnatale parisien avait constaté que dans les groupes de parole qu'ils proposaient sur le deuil, la grossesse, il y avait quelque chose qui ne matchait pas entre les personnes qui tombent enceintes sans AMP et celles qui sont dans un parcours d'AMP. Pour tout ce que je vous ai dit avant, c'est pas le même monde en fait. On est dans deux mondes parallèles, celui des femmes enceintes qui tombent enceintes même sans y penser et les femmes en parcours d'AMP. Et donc sur le deuil périnatal, le groupe il y a une première réunion qui doit avoir lieu fin juin. Et donc c'est vraiment, il y a eu tout un travail d'information qui a été fait aussi au niveau des centres d'AMP parisiens pour qu'ils puissent en parler à leurs patientes et que cette spécificité de la grossesse, la fausse couche, l'arrêt de grossesse soit considérée. Et le dernier point, c'est qu'il faut vraiment qu'au niveau sémantique, parce que si on veut penser les choses autrement,
eh bien, il faut les dire autrement. Et donc, le travail que fait Mathilde sur la fausse couche, voilà, les choses sont... Il n'y a rien de faux, il y a beaucoup de choses enfin, tout est vrai. Je pense que cette histoire de dire les grossesses arrêtées, c'est vraiment différent et ça change tout. Ça change tout dans les représentations, dans la manière que les gens ont pensé ce sujet-là. Et voilà. Je vous remercie.